Quand j'étais petit, et que je voyais ces immenses pylônes électriques trôner de toute leur hauteur magnétique et enjamber l'autoroute sur laquelle nous roulions, comme le feraient des robots de fer débarqués d'une autre planète, eh bien j'étais fasciné. Et quand je les observe aujourd'hui, je le suis encore. Dans cette vidéo, je ne veux pas parler du fonctionnement de l'électricité en général. Enfin, il va falloir qu'on y revienne. Pour comprendre comment le réseau fonctionne, il faut aussi comprendre comment l'électricité fonctionne et surtout, qu'est-ce que c'est l'électricité. Donc il va quand même falloir qu'on revienne sur quelques principes de base pour mieux comprendre. La matière qui compose chaque chose qui nous entoure, y compris nous, est composée d'un atome entouré d'électrons. L'électricité est un déplacement de ces électrons. Si une matière en frotte une autre, elle peut lui en ajouter ou lui en enlever. Lorsqu'une telle chose arrive, l'équilibre de l'atome est rompu et sa charge électrique n'est plus neutre. Elle est devenue négative ou positive selon si on lui en a rajouté ou enlevé. L'électricité provient du déplacement de ces électrons. Et puis je me suis demandé un truc tout bête. Est-ce que ce serait possible de savoir précisément d'où vient l'électricité qui permet d'alimenter les lampes de mon appartement ? On pourrait rapidement répondre « non, pas vraiment ». D'une part car malgré son nom, le courant électrique n'en est pas un, les électrons dans les câbles ne se déplacent pas comme de l'eau, et ils peuvent même parfois changer de sens. Et puis surtout, on répondrait que l'électricité vient d'un peu partout. Le réseau couvre tout le pays, voire toute l'Europe, donc les électrons qui alimentent ma lampe proviennent d'un peu partout à la fois. Tout aussi bien d'une centrale nucléaire en Haute-Garonne, d'un barrage hydroélectrique dans le Jura, voire même du réseau électrique allemand. C'est vrai, mais j'avais quand même envie de savoir d'où venaient les câbles qui rentraient dans mon appartement. En les suivant, on doit bien remonter le fil du courant et arriver quelque part. J'habite en ville, et mon appartement se trouve dans un quartier dense. Et le problème dans les quartiers comme le mien, c'est qu'on a enterré les câbles. Sans carte du réseau, impossible de les suivre. Mais une telle carte, ça doit bien exister, non ? Et bim ! Si on regarde le centre de la ville, on remarque que toutes les lignes souterraines remontent vers ce carré, qui correspond à un poste de transformation. C'est donc là-bas que la moyenne tension est convertie en basse tension, et envoyée dans les petits câbles qui vont dans ma maison. On va donc y aller. C'est plus funky de remonter le réseau physiquement que sur un ordi, et ça me permet de vous présenter mon ami Nolwenn, qui m'a sauvé la vie en me proposant de m'accompagner dans cette balade pas vraiment champêtre. Mais imaginer que l'on peut remonter le réseau électrique comme une rivière est une image fausse du réseau. Alors là, attention, ça va être le moment un peu relou où il va falloir que je fasse de la théorie. Je sais, c'est pas très agréable, mais restez avec moi. L'analogie entre le réseau électrique et une canalisation d'eau n'est en réalité pas si mauvaise, et personnellement, elle m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement global de l'électricité. Imaginez un tuyau d'arrosage. Lorsqu'on l'allume, l'eau sort du tuyau à une certaine vitesse. C'est en quelque sorte la même chose dans un câble électrique. Les électrons le parcourent à une certaine vitesse. Cette vitesse se calcule en volts. Dans notre tuyau d'arrosage, on peut aussi moduler le débit de l'eau qui en sort et qui le parcourt. Dans un câble, l'électricité sort à un certain débit que l'on nomme intensité. On la mesure en ampères. Enfin, la pression que l'eau exerce sur le tuyau existe aussi pour l'électricité. Dans un câble lorsque le robinet est fermé. C'est la puissance. On la calcule en watts. On a donc là 3 éléments clés du système électrique. Tension, intensité et puissance, qui correspondent à la vitesse, au débit et à la pression du courant. Le poste électrique où la carte nous a emmenés se trouve juste à côté du centre-ville, dans un endroit charmant, juste entre la rivière et un embranchement de l'autoroute. C'est ici que les pylônes de moyenne tension, c'est-à-dire une tension électrique comprise entre 15 000 et 30 000 volts, arrivent, et que l'électricité est transformée en basse tension, comprise entre 230 et 400 volts. Le courant passe dans ces grosses machines qui permettent de baisser la tension. Là on peut voir aussi ces grands engins, ce sont des disjoncteurs. Si la tension devient trop importante et que quelque chose d'inhabituel se produit, ils se chargent de couper le courant. C'est une version géante de ce que l'on trouve dans nos armoires électriques. Les espèces de choses marron et rondes que l'on aperçoit sur les pylônes, ou ici dans le transformateur, sont des isolateurs. Souvent en verre ou ici en céramique, ils empêchent que l'électricité ne court le long du pylône et ne s'échappe dans la terre. Ils sont donc très importants. En regardant ces câbles s'échapper dans le lointain, je me dis que ce n'est que le début de notre balade électrique. Si on les suit, on doit bien tomber sur quelque chose.
En les suivant sur Google Maps, oui je m'amuse à faire ça, on tombe effectivement sur ce drôle d'endroit, une dizaine de kilomètres plus au sud. Les câbles semblent provenir de là-bas. En checkant sur la carte RTE, on remarque que ces lignes moyenne tension, exploitées par ES Électricité, rejoignent ce poste électrique particulier. On a là une convergence de toutes les lignes électriques en direction ou en provenance de ce poste. Mais alors on pourrait se dire, si ça fonctionne comme une rivière, on peut donc remonter le courant d'électrons jusqu'à la source de production juste en suivant les lignes à haute tension, non? Eh bien non, Jamy. Le courant est un déplacement d'électrons. Ce déplacement s'obtient par la génération d'énergie dans une centrale, puis par mise en place de part et d'autre du réseau de bornes positives et négatives qui entraînent le déplacement des électrons. Ce courant d'électrons peut être de deux types, continu ou alternatif. S'il est continu, alors c'est vraiment comme le courant d'une rivière. Les électrons se déplacent de façon continue sur le réseau, de la centrale jusqu'aux sources de consommation. L'avantage de ce type de courant, c'est qu'il peut être stocké, et on le retrouve dans les batteries et les piles. Mais ce n'est pas le courant que l'on trouve dans les lignes à haute tension qui nous entourent. Sur le réseau électrique, le courant est alternatif. Il se déplace dans les câbles comme des sortes de vagues qui changent de sens tous les quelques millièmes de seconde. On calcule le nombre de changements de sens par seconde en Hertz. L'avantage du courant alternatif, c'est qu'il permet le déplacement de l'électricité en grande quantité et sur de longues distances. Il est donc plus pratique que le courant continu. En effet, dans les câbles, les électrons s'échappent au fur et à mesure du temps, de sorte que l'on en perd. Le courant alternatif permet de combler une partie de cette perte, car en changeant de sens, les électrons produisent de l'énergie et s'auto-entretiennent. À chaque extrémité d'une ligne, on trouve un alternateur qui passe d'une charge positive ou négative, attirant ou repoussant les électrons, ce qui fait changer le courant de sens. On peut convertir le courant alternatif en courant continu avec un redresseur. Nos chargeurs de téléphone, par exemple, sont des redresseurs. Allez hop, on remonte en voiture, direction la banlieue sud. Sur la route, les pylônes ne nous quittent pas. Les grands robots continuent de veiller sur nous, tout comme les petites mascottes sur le tableau de bord de la voiture de Nolwenn. Petite anecdote pour passer le temps en attendant. Est-ce que vous saviez qu'il existait plusieurs types de pylônes? Et que quand on décide de mettre en place une nouvelle ligne, chaque commune peut choisir dans un catalogue le style de pylône qui lui plaît. Je trouve ça assez fou. Alors parmi les plus connus, on a le pylône chat, moi je vois plutôt un renard, le pylône à triangle, un classique indémodable, on trouve aussi le pylône Beaubourg, un peu plus bourgeois mais pourquoi pas, et puis on en trouve des vraiment bizarres, beaucoup plus rares, le Trianon, le Muguet, le Haubanet en V, le Chaînette, bref, on se demande presque ce que les designers avaient fumé ce jour-là. Bon, sans rire, c'est aussi la géographie et la topographie qui penchent dans la balance pour le choix du design. Mais nous voilà arrivés. Quand on chasse le pylône électrique, on tombe dans des zones où l'on n'aurait jamais pensé traîner, comme ici, en plein milieu d'une zone industrielle motorisée. Après avoir failli se faire écraser au moins une dizaine de fois pour traverser, on observe le nombre de pylônes au kilomètre carré, qui est par ici vraiment impressionnant. Il domine le paysage. Bienvenue au poste électrique de Grafenstaden, au sud de Strasbourg. C'est l'un des 3 postes électriques de l'agglomération qui transforme la haute en moyenne tension. Les 2 autres étant respectivement au port du Rhin et dans la banlieue nord. Ici, on est sur une autre échelle. Derrière ces murs, on trouve exactement les mêmes installations que dans le poste de quartier que l'on a visité tout à l'heure, mais à une échelle plus importante. La haute tension qui arrive par ces câbles, c'est-à-dire 225 000 volts, est réduite en moyenne tension. Tout ici respire l'électricité. On entend le grésillement du courant dans les câbles, l'électricité statique est palpable. On voit bien l'étendue des infrastructures. C'est un champ de transformateurs qui s'étale devant nous. L'intensité est ici tellement élevée qu'il faut en plus des isolateurs, une distance d'air minimale entre chaque transformateur pour éviter des arcs électriques. À une certaine puissance, même l'air se sature en électrons et se balader à l'intérieur de ce champ pourrait être dangereux. Au bout d'une dizaine de minutes, Nolwenn et moi sommes pris d'un mal de tête. On ne sait pas vraiment si c'est lié à l'électricité qui nous entoure. La dangerosité des ondes électromagnétiques pour l'homme n'est pas prouvée. Néanmoins, on ne se sent pas vraiment à notre aise. On pourrait s'arrêter là et se dire qu'on a compris. En regardant la carte RTE, on peut en déduire 2 choses. La première, c'est qu'on doit trouver l'étape ultime.
L'autoroute de l'électricité. C'est en gros l'équivalent de l'autoroute pour les électrons. Ce sont des lignes très haute tension qui transportent du 40 000 volts. Les lignes très haute tension sont beaucoup plus rares à l'échelle du territoire. Comme les voies express pour les voitures, elles partent des grands centres, dans ce cas les centrales nucléaires et hydroélectriques, et apportent le courant dans toute la France. Leur but n'est pas de distribuer le courant, mais bien de le transporter d'un point A à un point B. Dans la région, on en trouve une seule, qui court au milieu de la plaine d'Alsace et s'arrête au niveau de Strasbourg. On pourrait se dire que la clé est ici. C'est de cette autoroute à électrons que provient la lumière de ma lampe, surtout qu'une ligne raccorde le poste où nous sommes à cette ligne très haute tension. Mais ce serait aller un peu vite en besogne. En effectuant mes recherches sur les sites officiels, je tombe sur une information qui est en réalité la clé de l'énigme. Sur le territoire de la région strasbourgeoise, seul un petit pourcentage de l'électricité consommée provient bel et bien de l'autoroute électrique. Le reste est produit à moins de 10 km de ce poste. On reprend la route, direction la réponse à notre enquête. Sur le périph' qui nous emmène à notre destination finale, les pylônes s'amoncellent, à tel point qu'on ne voit plus que dans l'horizon dégagé de cette belle journée d'hiver. Et je me rends compte à quel point nos infrastructures sont grandioses mais fragiles. Je me dis que de si imposants monuments pour transporter une chose aussi invisible malgré son importance, c'est sur le papier un peu ridicule quand on y pense. Ces immenses tours de ferraille, auxquelles personne ne prête aucune attention malgré leur grandeur, sont partout et saccagent le paysage de nombreuses régions, coupent des écosystèmes et des forêts en deux, sans se soucier de la nature. Qu'est-ce qui est le plus dangereux finalement ? Le voltage des câbles ou la folie toujours plus vorace de notre société, dont ces pylônes sont les fétiches? Je n'ai pas la réponse, et comme tout le monde autour de moi, je préfère nier l'évidence qui nous consomme. La réponse était donc ici, sur les bords du Rhin et du Grand Canal d'Alsace, entre le port à pétrole et la frontière allemande. Encore un endroit vraiment charmant. On y trouve deux infrastructures remarquables. D'une part, l'écluse de Strasbourg, l'une des nombreuses mais gigantesques écluses que l'on trouve sur le cours du Rhin, qui n'est plus un fleuve, mais plutôt une sorte d'autoroute cette fois pour porte-conteneurs. Et surtout, la centrale hydroélectrique de Strasbourg. Inaugurée en 1972, elle est composée de 6 turbines, mises en mouvement par l'eau du Rhin, et produisant 150 MW d'électricité, largement de quoi couvrir les besoins de tout le centre de Strasbourg. Elle fait partie, avec une dizaine d'autres centrales alsaciennes sur le Rhin, de l'équipement hydroélectrique permettant à l'Alsace de produire les 2/3 de son énergie. Le passage sur le pont-barrage est impressionnant. D'un côté, la retenue, d'où l'eau est captée et rentre dans le barrage, et de l'autre, la chute. On sent l'ensemble du pont trembler, même la rambarde tremble. Juste là-dessous, les 6 turbines, qui ressemblent en gros à de gigantesques ventilateurs, sont actionnées par la force motrice de l'eau, produisant ensuite de l'électricité. Cette énergie est emportée dans ce transformateur attenant pour être convertie en courant alternatif et envoyée sur le réseau, vers les autres postes qu'on a visités plus tôt, et même au-delà. On est donc arrivé à la source, c'est ici que tout se passe. La force motrice de ce barrage produit l'électricité qui permet à ma lampe de briller. Oui et non en réalité, c'est toujours plus compliqué. Une partie vient d'ici et une autre provient du reste du réseau, et donc d'un peu partout et nulle part à la fois. On réalise alors la complexité du réseau de distribution du courant, où chaque ligne est en arborescence avec une multitude d'autres. À la question « A-t-on trouvé la source de l'électricité qui sort des prises de mon appartement ?», on répondra oui et non. Mais ce que l'on peut dire, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on comprend mieux l'organisation du réseau. Des lignes hautes et très haute tension partent d'un point de production pour aller vers un poste et être transformées en moyenne, puis basse tension, avant d'être distribuées dans nos logements et nos entreprises. Il y a les autoroutes, les nationales et les départementales de l'électricité. Mais à la différence des routes, s'étalant de toute leur horizontalité, les pylônes s'élèvent vers le ciel et l'inondent de ces câbles et transportent dans toutes les directions cette drôle de puissance que l'on maîtrise mais que l'on ne discerne pas, que l'on utilise mais que l'on ne comprend pas. J'ai appris beaucoup de choses pour le bien de cette vidéo, et maintenant quand mon regard se posera sur l'un de ces grands robots pylônes, que je continue à trouver majestueux, je leur ferai un clin d'œil mental et aurai une pensée pour eux. Une pensée qui dirait, en substance,
je vous ai compris et je vous ai remarqué. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez suivi en totalité cette aventure électrique, d'abord un grand merci. Tu peux aussi t'abonner et puis activer les notifications pour savoir quand je posterai une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine.